Ils se mettent dans un déficit calorique, disons de 500 à 1000 calories, assez intense. Mais ils maintiennent les protéines très élevées ou augmentent même leur apport en protéines au point où, vous savez, les besoins sont satisfaits et au-delà. Est-ce qu'ils perdent quand même de la masse musculaire pendant ce processus ou si les besoins en protéines sont satisfaits, sont-ils généralement assez en sécurité à cet égard? C'est une bonne question. On ne peut parler qu'en termes de probabilité dans ces choses-là. Parce que les gens sont tous très différents et les conditions sont très différentes. Donc malheureusement, je ne peux pas garantir à qui que ce soit qu'il ne perdra pas de masse musculaire en déficit. Prenez 100 personnes pour faire le même déficit, vous leur donnez trop de protéines à toutes. Un certain nombre d'entre elles perdront quand même du muscle, un certain nombre d'entre elles gagneront des quantités folles de muscles. La plupart d'entre elles. Une version plus directe de la réponse à votre question, la plupart d'entre elles ne perdront pas une masse musculaire appréciable, si tant est qu'elles en perdent. Donc si vous avez un apport suffisant en protéines, c'est absolument crucial pour s'assurer que vous ne perdez pas de muscle en même temps que vous perdez de la graisse. C'est particulièrement pertinent récemment avec l'essor des médicaments anorexigènes, les agonistes du GLP comme l'Ozempic et autres choses du genre. Beaucoup de gens ont rapporté que l'Ozempic les rend petits et faibles, et puis vous allez. D'accord, eh bien, combien de protéines mangez-vous? Et ils répondent, je mange juste la même chose que d'habitude. C'est juste que je n'ai pas faim. Donc je ne mange pas autant. C'est comme, bon sang, personne ne vous l'a dit? Donc oui, des apports élevés en protéines. 1 gramme par livre ou à peu près en moyenne va le sécuriser, ça va ajouter une grande couverture de sécurité à la probabilité de perte musculaire. La chose suivante que je pense être très efficace pour prévenir la perte musculaire est, roulement de tambour, l'entraînement en résistance. Soulever des poids, et beaucoup de gens qui essaient de perdre du poids, ils ne font pas d'entraînement en résistance. Regardez tous ces gens dans les salles de sport qui ne font que du cardio puis partent, les gens qui font des DVD d'entraînement à la maison. Il n'y a rien de mal à ça, mais ce qu'ils font, c'est qu'ils perdent 50 livres et, vous savez, 15 livres de ça, c'est du muscle. Ils ont meilleure allure, mais ils ont aussi l'air un peu plus maigres. Vous savez, les gens au travail ne sont pas comme oh mon Dieu. Vous avez l'air tellement incroyable. Ils sont plutôt du genre ça va? Et vous êtes là, qu'est-ce que vous voulez dire? Ils sont comme vous n'êtes pas malade? Vous êtes là non, bon sang. Pourquoi les gens me demandent ça? Parce que vous avez perdu beaucoup de muscles à ce moment-là. Il y a toute une histoire qu'ils appellent le visage Ozempic. Oui, et les fesses Ozempic, et regardez, les bodybuilders compétitifs ont plus de visage Ozempic que n'importe qui d'autre. Oui, mais le reste du corps a l'air génial parce qu'ils mangent beaucoup de protéines et font de l'entraînement en résistance, et voici ce que je vais dire à propos de l'entraînement en résistance. Donc jusqu'ici, nous avons mangé suffisamment de protéines. Entraînement en résistance, mais voici le détail de comment faire l'entraînement en résistance. Vous devez vous assurer de solliciter chaque muscle de votre corps que vous voulez préserver. Avec au moins, une quantité décente de volume, ce qui signifie que vous stimulez le muscle plusieurs fois par semaine. Et vous le laissez récupérer juste à temps pour la prochaine fois. Cela signifie donc entraîner chaque muscle de votre corps environ 2 à 4 fois par semaine avec quelque chose comme 3 à 6 ou 3 à